Bonsoir, nous sommes ici à la maison de la Charente-Maritime à La Rochelle qui a le plaisir de nous accueillir pour ce débat. Et France 3, vous le savez, se mobilise pour vous faire vivre ces élections départementales qui, je vous le rappelle, il faut le rappeler et le rappeler à nouveau, auront lieu les dimanches 20 et 27 juin prochains. C'est une élection couplée avec le scrutin régional. Cette année, on le dit souvent d'ailleurs, le département est l'institution le moins connue de nos concitoyens. Et pourtant, c'est certainement avec la commune, l'échelon qui intervient au plus près de notre vie quotidienne. Alors ce soir, nous allons nous intéresser à la Charente-Maritime et pour ce scrutin, pas moins de 112 binômes sont présents, c'est 224 candidats et autant de remplaçants. Voici donc nos invités ce soir. Véronique Ablin-Draperon, bonsoir. Alors, vous représentez la liste de la droite et du centre, autrement dit la majorité sortante. Vous êtes candidate sur le canton de Saintes avec Philippe Caillot. Et je vous propose également de découvrir, comme c'est la règle, les 5 autres binômes qui sont présents pour ce scrutin. Thomas Lafary, bonsoir. Vous représentez la République En Marche. Vous êtes candidat sur le canton de Royan avec Muriel Guillet. 4 autres binômes sont également présents pour cette élection. Vous les découvrez sur votre écran. Rémi Catroux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le représentant de la France Insoumise. Vous vous présentez sur le canton de Saint-Porcher avec Brigitte de Crouy. Et sur ce même canton, 5 autres binômes sont présents pour ce scrutin. Jacques Guillard, bonsoir. Vous représentez les candidats du Parti communiste. Vous êtes candidat sur le canton de Royan avec Christelle Maire. 4 autres binômes sont également présents pour ce scrutin. Jean-Marc Soubès, bonsoir. Bonsoir. Vous défendez les couleurs d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes vous-même candidat sur le canton de La Rochelle 3 avec Marion Pichot. Et sur ce même canton, 6 autres binômes sont également présents pour ce scrutin. En face de vous, Karine Dupraz, bonsoir. Bonsoir. Vous représentez les candidats de la gauche, socialiste, Parti radical de gauche, MRC, autrement dit Mouvement des Républicains et Citoyens, divers gauche, c'est une liste d'union. Vous êtes candidate sur le canton de Maran avec Thierry Rambaud et 2 autres binômes sont candidats sur ce même canton. Enfin, dernière invitée de notre plateau, c'est Séverine Verbroek. Bonsoir. Bonsoir. Vous représentez le Rassemblement national. Vous êtes candidate sur le canton de la Tremblade avec Michel Vollet. Oui. 3 autres binômes sont présents pour cette élection. Alors, vous entendre tous les 7, vous entendre sur les compétences, bien sûr, du département, vous entendre sur vos projets pour votre territoire. Voyons en quelques chiffres clés ce qui fait la particularité de la Charente-Maritime. Située sur la façade atlantique, la Charente-Maritime s'étend sur une superficie de 6 864 km². C'est le département le plus peuplé du Poitou-Charentes avec 652 474 habitants. Le taux de chômage s'élève à 8%. C'est le taux le plus important de la Nouvelle-Aquitaine. Ce département a une forte vocation balnéaire. Les résidences secondaires représentent plus de 22% de son parc de logements. La Charente-Maritime est découpée en 463 communes, réparties dans 27 cantons, où sont élus 54 conseillers départementaux. Aux élections de 2015, les binômes de la liste Union de la droite se sont largement imposés en obtenant 34 sièges. Les 20 autres sièges ont été attribués à la gauche. L'ancien ministre Dominique Bussereau préside le conseil départemental depuis 2008. Il est aussi à la tête de l'Assemblée des départements de France. Retour à la maison de la Charente-Maritime pour ce débat spécial Charente-Maritime. Le tirage au sort effectué avant ce débat a donc déterminé un ordre de passage et de prise de parole. Et c'est vous, Thomas Lafary, qui êtes le premier à engager le débat et la discussion. Il portera sur le budget. Le budget 2021 a été adopté en avril, contrairement à certains souhaits qui souhaitaient que ce budget soit présenté avec une nouvelle majorité. En tous les cas, il a été adopté en avril dernier par 36 voix pour, 10 voix contre, 8 abstentions. Il s'élève à 1,187 milliard. Est-ce que la crise sanitaire, c'est une question qu'on a souvent posée aux candidats pour les autres départementales, est-ce que cette crise sanitaire a un impact sur ce budget selon vous? Et ce budget, si c'est oui ou non, répond-il à l'urgence? Oui, je pense que comme toutes les collectivités locales, que ce soit les communes, les agglomérations ou les régions ou surtout l'État, le département a joué le jeu pour faire face
à la crise sanitaire a su accompagner les associations, les communes, les entreprises. Maintenant, il faut vraiment se poser la question peut-être du recentrage de ce budget sur les compétences essentielles du département, donc qui sont le social notamment, l'environnement, les routes départementales. Maintenant que la crise sanitaire... On va les aborder ensuite détail par détail, mais déjà je veux vous entendre sur cette vision globale de ce budget 2021. Jacques Guillard, vous avez été tiré au sort et vous êtes le second à prendre la parole. Je vous pose la même question. Alors vous n'êtes pas élu comme Thomas Lafari, vous n'êtes pas conseiller départemental. Si, contrairement à... Oui, mais municipal, mais je veux dire conseiller départemental. Pas encore, en tous les cas. Ce budget, est-ce qu'il répond à l'urgence sanitaire? Ni M. Lafari, ni moi-même ne sommes conseillers départementaux. C'est pour ça que je vous pose la question. D'accord. Et c'est pour ça que vous candidatez, d'ailleurs. Un budget, c'est en définitive un choix politique. Quels moyens pour quels objectifs? Quand on considère les moyens d'un département comme la Charente-Maritime, mais malheureusement ce n'est pas le seul à être dans ce cas, les collectivités locales souffrent d'une perte d'autonomie financière et d'une dépendance accrue par rapport à l'État. Or, celui-ci se désengage, transfère des charges et on a un effet ciseau qui fait que moins d'engagement de l'État, moins de recettes et plus de charges transférées. Alors vous n'allez pas faire effectivement toutes les compétences, que je vais quand même vous entendre sur plein de choses. Mais en quelques secondes, c'est une première question d'introduction pour tout le monde, oui. Donc faites court. Alors, il reste que la Charente-Maritime reste à l'aise financièrement grâce à la manne financière des droits de mutation. On a l'impression d'entendre le président, non? Sortant. Non, mais c'est pas... c'est pas une réalité. C'est une réalité. C'est pas le droit de mutation, c'est une réalité dans le département. Ceci dit, les moyens pour quels objectifs? Moi, je crois que la priorité, ça doit être de répondre aux besoins sociaux, à toutes les questions liées à la vie quotidienne des gens. Abordera et à justement hauteur à travers de toutes les compétences. 408 millions d'euros pour le budget 2021. On ne va pas rentrer dans les détails, M. Guillard. On a plus de 50 minutes pour justement rentrer, mais c'est un mot d'introduction. C'est pas à la hauteur. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Séverine Verbroek, le Rassemblement national n'a pas actuellement d'élu au conseil départemental de la Charente-Maritime. Est-ce que vous auriez fait autrement et quelles auraient été vos priorités? Disons que pour moi, le budget départemental est tout à fait à l'image du président Bussereau, c'est-à-dire de grandes promesses, de grands projets non aboutis. Le contournement de Maran, le TGV qui devait arriver en gare de Royan, le péage du pont d'Oléron, ce qui m'arrange puisque j'ai été opposée depuis le départ. Néanmoins, je conçois que dans les circonstances sanitaires particulières qui ont traversé ces derniers mois, ces dernières années, il est difficile d'apporter une critique. Est-ce qu'on aurait fait mieux? J'avoue que beaucoup d'efforts ont été donnés. Donc la première mesure que nous mettrons en place en arrivant au département, c'est de décider un audit des finances départementales afin de répartir l'ensemble des subventions, avec deux sujets évidemment qui seront incontournables pour nous, qui est la redistribution de l'enveloppe accordée aux mineurs non accompagnés et une extrême vigilance sur la fraude sociale. Allez, on continue le tour de table. Si je peux juste terminer, notre leitmotiv, c'est vraiment que chaque euro dépensé par le département revienne aux habitants de Charente-Maritime. On continue le tour de table. Véronique Ablin-Draperon, concernant ce budget 2021, adopté en avril 2021, 1,187 milliard d'euros. Il répond à l'exigence, l'urgence? C'est un budget fidèle à l'équipe Bussereau-Belot, c'est-à-dire c'est un budget qui mise sur l'attractivité, qui mise sur la solidarité et qui a fait l'objet d'un consensus puisqu'il a été adopté largement. Attractivité, on met le paquet sur les investissements avec 50 millions supplémentaires, on maintient les charges de fonctionnement à un niveau acceptable, on maintient la dette, on n'augmente pas les impôts. Ils n'ont pas augmenté depuis 2013, je pense qu'il y a beaucoup de départements qui nous envient. Et puis, c'est un budget solidaire parce qu'on vote 22 millions d'euros supplémentaires pour les personnes handicapées et âgées, 5 millions supplémentaires pour l'enfance famille et 1 million supplémentaire pour le logement. Donc, c'est un budget qui répond, qui est vraiment aux côtés de tous les partenaires pour faire face à cette crise. Jean-Marc Soubest pour Europe Écologie Les Verts. Ce budget, vous le qualifieriez comment? Budget dynamique, mais pas à la hauteur des enjeux. C'est évident quand on regarde les chiffres et chacun peut les lire comme il veut, mais on préfère le goudron aux solidarités. Le verre pour vous, il est à moitié vide ou à moitié plein alors? Il est largement à moitié vide, bien évidemment. Vous avez, contrairement à ce que disait Madame Ablin, vous avez une baisse des investissements du budget de fonctionnement pour les solidarités. On y reviendra tout à l'heure. Et puis surtout l'enjeu majeur de l'adaptation de notre département au réchauffement climatique n'est pas à la hauteur.
hauteur. Alors on continue. Rémi Quattroux, en ce qui concerne la France insoumise, ce budget. Alors, je partage l'avis de Jacques Guillard, de M. Soubest pour un certain nombre de choses. Par contre, je voudrais revenir sur quelque chose qui me paraît très important. En attendant, quand nous étions dans le petit salon d'attente de l'événement, alors je vais parler d'autre chose. Je donnerai mon avis sur le budget. J'apprenais qu'un militant insoumis, ce matin, a été pris à partie par des militants du Front National, menacés physiquement, et que cet épisode de violence insupportable s'inscrit dans un climat, dans un contexte politique national nauséabond, marqué par le tapis rouge qui est déroulé aux idées de l'extrême droite. Je ne vais pas revenir sur tous les exemples des dernières semaines, des derniers jours, mais celui-ci, il est local. Dans le canton d'Étré, des militants insoumis sont menacés physiquement par les militants du Front National. Donc je vous laisserai répondre pour la suite. Madame Berbrook. Si je peux me permettre, je ne suis pas au courant de ce fait, malheureusement, sinon j'aurais peut-être pu le détailler. Je pense qu'avec avec la connaissance des circonstances, on pourra s'expliquer sur le sujet. Alors je continue le tour. Je poursuis le tour de table parce que l'émission va passer vite. C'est à Mme Dupraz d'évoquer justement ce budget 2021. Vous êtes conseillère départementale, donc vous savez effectivement de quoi vous parlez. Vous avez suivi tous les débats. Justement, ce budget 2021 répond-il à cette urgence financière, sociale, climatique? Eh bien, nous n'avons pas voté le budget. Un budget, en effet, très bien géré. La Charente-Maritime, il n'y a pas de souci, qui dégage 82 millions d'excédents de fonctionnement, 100% placés en investissement, alors que nous sommes en crise sanitaire. Pour nous aurions aimé que 3, 4, soyons fous, 10 millions soient pris, au moins pour le social. Ça veut dire qu'il y a une cassette, et cette cassette n'est pas utilisée à bon escient. Tout à fait, à notre avis. Véronique Ablin. Maisons de santé, c'est quand même aussi pour les solidarités. C'est pas quelque chose, on n'investit pas pour le plaisir. Quand on investit dans nos routes, c'est aussi pour désenclaver les territoires. Donc il ne faut pas croire que l'investissement est forcément un truc antithétique et forcément contre les solidarités. Et ça va avec. Alors, on va justement parler de solidarité. Je vais vous entendre sur cette importance, cette obligation. C'est ce qui est effectivement l'un des piliers essentiels du département, c'est l'aide sociale et le RSA. Thomas Lafari, la hausse du RSA est estimée à 10% cette année en Charente-Maritime. Ce sont les chiffres publiés cette année. Alors, moi, la question que je vous pose, est-ce que vous êtes favorable, puisqu'on va évoquer chacun, vous allez évoquer votre manière de répondre à cette crise particulière. Vous, est-ce que vous êtes favorable à ce que l'État reprenne en main le financement du RSA? C'est un débat qui a agité votre parti. C'est clairement envisagé, oui, dans le cadre de la loi 4D, il semblerait qu'effectivement le RSA... Vous seriez favorable? Oui, je pense que c'est pas flagrant en Charente-Maritime, mais dans certains départements très touchés par certaines crises économiques, au-delà de la crise sanitaire, effectivement, ça grève énormément le budget départemental. C'est pas le cas ici, mais dans d'autres départements, c'est criant. C'est le cas notamment en Seine-Saint-Denis, où ce département va expérimenter le dispositif en janvier 2022. Sur cette question sociale, Rémi Quattroux, justement, la renationalisation du RSA, vous le verriez d'un bon œil ou pas du tout? Alors écoutez, sur le RSA, on ne va pas rentrer dans un problème technique, on est sur un fondement politique important. On a des jeunes qui sont en détresse depuis le début de la crise sanitaire. Il y a une urgence, mais qui est absolument dramatique à traiter. Donc nous voulons l'extension du RSA aux jeunes de 18 à 25 ans. On l'appelle comme on veut, mais ces aides-là, elles sont absolument indispensables pour cette génération. Alors moi je vous pose une question différemment. Est-ce qu'on peut continuer à faire peser sur le contribuable local le poids croissant de cette dépense? Alors probablement les rentrées fiscales peuvent être un peu différenciées, parce qu'en fait, vous savez que les impôts sont perçus à l'état national, à l'état départemental, au niveau régional. Moi, il me semble qu'il y a une proposition qui traîne dans les idées, dans la tête de tous les insoumis de France, et qu'on a déjà présentée à différentes élections, c'est d'aller ponctionner l'argent là où il est, en particulier les dizaines de milliards d'euros qui sont liés à la fraude fiscale. Alors, est-ce que vous diriez, Jacques Guillard, que le département de la Charente-Maritime est un département riche, pour autant? Ça dépend quels indicateurs vous prenez. Si vous prenez le revenu moyen, il n'est pas dans les départements très riches. Si vous prenez les ressources dont il dispose par la manne des transactions immobilières, il est relativement à l'aise. Mais la question, c'est celle du RSA. Or, oui, mais vous savez combien pèse le poids des solidarités sociales pour le contribuable Charente-Maritime? Dans le budget, dans les dépenses, c'est 408 millions d'euros. Voilà, c'est-à-dire moins de 40% du budget global
et moins de 50% des dépenses de fonctionnement. Et quand je pose la question à Thomas Lafaris sur la renationalisation du RSA, vous y seriez pour, vous, communiste? Normalement, oui, logiquement. Je pense qu'il aurait fallu que le RSA reste une prérogative de l'État, que ce ne soit pas transféré de cette façon au département, même si ce sont eux qui, au plus près des réalités, doivent gérer. Jean-Marc Soubès, sur cette question sociale, les écologistes ont quelle approche? Non, Jean-Marc Soubest. Et ensuite... La question est fondamentale. Aujourd'hui, on voit, et on était encore avec des étudiants la semaine dernière, on peut attendre les grandes décisions de l'État, on peut attendre désespérément les décisions du département, surtout quand on voit l'évolution budgétaire, c'est assez catastrophique. Et les jeunes ont dû attendre plus d'1 an pour que ce département se porte un petit peu à leur secours. La question, elle est nationale, ça c'est sûr, mais on la posera au moment des élections nationales, c'est celle d'un revenu universel. Pour les jeunes aujourd'hui, c'est des actions concrètes, des actions de solidarité qu'il faut mettre en place. Et le département aujourd'hui a les moyens. C'est une autre répartition du budget. Jacques Guillard le disait, la moyenne des départements aujourd'hui pour les solidarités et l'insertion, c'est plus de 50% du budget. La moyenne 57% à l'échelle nationale. Un peu de marge pour les investissements, autrement dit. Et on est nous à moins de 50%. Je pense qu'il y a de la marge et il faut qu'aujourd'hui ceux qui seront en responsabilité au département s'engagent dans cette voie fermement. Séverine Verbroek, sur cette question du RSA, de la solidarité. Alors, dans les débats qu'on entend souvent depuis cette campagne, notamment aux dernières municipales, mais comme aux dernières et aux départementales, beaucoup de candidats du RN parlent de faire la chasse aux fraudeurs quand ils parlent de prestations sociales. Vous tenez le même discours? On constate qu'effectivement la fraude sociale est importante, que ce soit au niveau départemental comme au niveau de l'État. Et vous savez qu'elle est epsilon, non? De dire des choses comme ça. Écoutez, je pense que quand nous serons au département, nous pourrons apporter les preuves de ce que nous avançons. Ce qui risque d'arriver, puisque nous avons des candidats, vous savez, sur l'ensemble des cantons et sur la plupart des départements. Donc, je pense qu'il va y avoir une action entamée sur ce sujet importante. Madame Verbroek. Je voulais revenir juste sur la question du RSA que monsieur voulait élargir à l'ensemble des jeunes de 18 à 25 ans, ce qui n'est pas du tout notre optique, dans le sens où nous sommes vraiment attachés au principe de méritocratie. Et donc nous préférerions privilégier justement le soutien à la formation de nos jeunes, notamment concernant l'apprentissage que nous voudrions ouvrir à partir de 14 ans, et à l'installation de nouvelles entreprises dans nos cantons, afin de lutter, comme disait madame, contre le désenclavement et la désertification. Donc pas de chasse aux fraudeurs en ce qui vous concerne? Si, nous serons très vigilants sur la fraude sociale. Madame Ablin, draperons sur cette question-là. Alors aujourd'hui, il faut rappeler, 20 000 allocataires, personnes touchent l'allocation de solidarité active en Charente-Maritime en 2020. Moi, j'étais accompagnante socio-professionnelle. J'ai accompagné des bénéficiaires du RSA à retrouver un boulot. Dans un autre département. Dans un autre département, certes, mais la problématique est globalement la même. D'abord, je voudrais arrêter avec ce fantasme de la fraude sociale massive sur le RSA. Moi, j'étais au plus près des bénéficiaires du RSA qui recherchaient, et la grande majorité, elle n'a qu'une envie, c'est de travailler. Pour ça, il faut être accompagné. Et le département a mis le paquet sur l'accompagnement, tant au niveau des partenariats avec les centres sociaux, avec les missions locales. Là, on vient d'être choisi par l'État pour être les premiers à faire un service public insertion-emploi, donc on a gros à jouer là-dessus. Et puis, la dernière chose, c'est que quand on investit, contrairement à ce qu'on peut entendre ce soir, par exemple la fibre, quand on investit dans la fibre, c'est 80 000 heures d'insertion qui sont derrière la fibre. Donc c'est pas anti-solidarité. Madame Dupras, vous avez un du retard un peu en temps de parole. Je voudrais vous entendre, puisqu'on parle de solidarité. Vous êtes conseillère départementale sortante. Et on va parler des EHPAD. Vous connaissez effectivement ce secteur qui a été durement touché. Pour répondre aux familles concernées qui nous regardent ce soir, est-ce que vous êtes prête, alors si vous étiez effectivement en responsabilité, à augmenter le fameux forfait global dépendance? Alors, les spectateurs ne connaissent pas, mais les familles, elles connaissent ce fameux point GIR. Oui, le fameux point GIR. Alors en effet, quand on regarde la situation des EHPAD, pour siéger notamment dans 3 conseils d'administration d'EHPAD, à l'heure actuelle, les directeurs se sentent un peu seuls, notamment depuis qu'il y a eu la mise en place des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Et en effet, la dotation du département ne permet pas de répondre aux besoins. Donc il y a en effet un besoin d'augmenter, d'autant plus que si on regarde les
les EHPAD, on se rend bien compte qu'en définitive, ça s'adresse à un nombre très limité de personnes parce que le coût reste quand même élevé pour les familles. Et donc, l'autre solution, c'est l'aide à domicile. Et là aussi, on se retrouve à une insuffisance en matière de moyens mis en place par le département. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, une heure d'aide à domicile coûte 25 € et la prise en charge par le département, c'est 23 €. Pour être clair et pour vous entendre, au département, il faudrait qu'il augmente sa participation. Oui. Ce fameux forfait global. Oui, il y a une à quelle hauteur ? Alors là, on n'a pas encore calculé, mais il est certain qu'il faut augmenter ce point GIR et il faut augmenter de 2 € l'aide à domicile. Ça, c'est ce que l'on veut faire. Sur ces questions justement d'aide à domicile, vos propositions vont dans quel sens ? Effectivement, qu'il faut revoir, je le constate malheureusement en tant que conseiller municipal, il faut revoir le forfait qui est versé par le département qui est trop faible pour les services d'aide à domicile, puisque ça met en difficulté financière certains centres communaux d'action sociale dans le département. Mais au-delà de ça, comme on parlait tout à l'heure du RSA, c'est surtout de l'action sociale, c'est pas que des allocations. Et par exemple, il faudrait que le département soit un peu plus actif, intègre la clause sociale lorsqu'il fait des appels d'offres de marché public pour véritablement favoriser les structures d'insertion par l'activité économique. Jacques Guillard, sur ces questions-là, qui doit payer le reste à charge pour les pensionnaires et les familles ? Trois choses rapidement, parce que sur les EHPAD, on a un département qui est sous-équipé. Il y a 142 places pour 1000 personnes âgées de plus de 75 ans. Au plan national, c'est 148 places pour 1000 personnes âgées. Et on souffre également d'un déficit en établissements publics. Plus de la moitié des EHPAD sont des établissements privés avec des tarifs scandaleux. Vous voulez inverser ? Moi, je pense qu'il faut favoriser la création d'équipements d'accueil de proximité publics et qu'il y a une responsabilité du département dans ce domaine-là. La deuxième chose, en ce qui concerne l'allocation personnalisée, elle est trop restrictive, effectivement. Elle ne concerne d'ailleurs que les personnes qui relèvent du GIR 1 à 4. C'est un niveau de dépendance. C'est le niveau de dépendance. Et d'autre part, pour le maintien à domicile, il y a besoin de développer sur le département un réseau d'aide à domicile public, là aussi, parce que là aussi c'est un marché. Et c'est scandaleux que l'aide à domicile des personnes âgées soit un marché sur lequel on fasse du profit. Monsieur Soubest, justement, la Charente-Maritime, quand on regarde les projections faites par l'INSEE, c'est l'INSEE qui le dit, c'est un département attractif, avec 660 000 habitants, mais aussi ces milliers de retraités. Ce qui en fait le département où la part des personnes de 60 à 74 ans et de plus de 75 ans est supérieure à la moyenne nationale. Chez les Verts, quelle réponse vous apportez au fameux déséquilibre territorial ? On dit souvent tout pour le littoral et moins pour l'arrière-pays. Ouais, chez les Verts, alors Europe Écologie Les Verts, Génération S et puis GRS, puis si on veut être complet sur ceux qui soutiennent le collectif CAP pour un avenir écologique et solidaire. La cohésion territoriale, oui, elle est essentielle. Le littoral est attractif. On a des zones rurales qui sont en perdition un petit peu sur le sud et sur l'est. Moi, c'est un chiffre et une donnée. On parlait de l'action sociale du département. Je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, il y a 40 000 ménages qui sont en précarité énergétique. C'est une des compétences importantes du département. 40 000 ménages. Ils sont en précarité énergétique, soit parce que l'isolation de leur maison est insuffisante, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Il peut être incitatif. Bien sûr qu'il peut être incitatif, bien sûr qu'il peut intervenir. C'est l'une des compétences du département de réduire cette précarité énergétique. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment fait. Nous nous engageons à le faire davantage. C'est important, notamment dans les zones rurales. Et il y a tout un bouquet de solutions que nous proposons. Monsieur Catroux, vous qui êtes effectivement candidat à Saint-Porcher, le rééquilibrage entre le littoral et les territoires ruraux du nord-est d'ailleurs et du sud, vous y répondez comment ? Alors, un petit mot quand même sur les EHPAD, parce que j'ai écouté attentivement ce qui s'est échangé et ça fait écho. Alors, vous êtes d'accord ou désaccord avec les échanges précédents ? Avec Jacques Guillard, je suis complètement d'accord. Et vous avez deux listes séparées. Et oui. Voilà, donc, je voulais simplement, ça fait écho parce que je suis personnellement concerné par la vie de ma maman dans un EHPAD, et je voudrais simplement signaler que le problème financier, le reste à charge pour les familles est un frein, mais un obstacle absolument contraignant pour permettre à nos aînés
globalement d'être bien accueillis, d'avoir des structures suffisantes en qualité et surtout, je voudrais surtout rajouter que ces personnes-là, ces personnes âgées ont droit à une fin de vie dans la dignité. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez, Rémi Catteau ? Moi, je propose, alors, j'ai entendu, il semblerait que la part du social dans le budget du département soit pas à la hauteur. Il faut l'augmenter, bien entendu. Comme il faut augmenter aussi la part réservée à tout ce qui est environnemental et lié à la transition écologique. Parce qu'en fait, le budget, vous m'avez interrogé tout à l'heure sur le budget, je n'ai pas complètement répondu, mais le budget, il est tellement déséquilibré, on oublie une des priorités fondamentales et une des missions c'est la défense tout ce qui a trait à l'environnement et à cette transition écologique qu'il va falloir absolument faire. Madame Dupraz, sur ces questions justement sociales, vous dites effectivement qu'il faut augmenter le point GIR. Est-ce qu'il favoriser l'autonomie des personnes âgées en Charente-Maritime? Ce sont les deux axes forts de votre campagne? Non, pas uniquement. Nous aussi. Parce que votre campagne, c'est comme ça que vous l'axez. Oui, on axe le point sur fort, c'est l'action sociale. Une action sociale, parce qu'on pourrait aussi, tout à l'heure, on parlait des centres sociaux. Les centres sociaux qui, depuis un moment, ont leurs subventions bloquées. On les a rencontrés, on écoute beaucoup. Donc là aussi, ça serait revoir et augmenter, puisque eux œuvrent aussi, notamment pour l'insertion des jeunes. Et puis, on parlait tout à l'heure justement des jeunes. J'ai pas eu l'occasion. Alors sur la question RSA, allocation, on peut l'appeler comme on veut. Il n'empêche qu'en Charente-Maritime, on a quand même, parmi les moins de 30 ans, un jeune sur 5 qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors c'est vrai qu'on a voté avec plaisir le plan étudiant, mais tous les jeunes de Charente-Maritime ne sont pas étudiants. Ils ont été touchés quand même de plein fouet en n'ayant pas accès au petit boulot. Donc là, il faut, maintenant c'est vrai, c'est l'action du département de venir en soutien à ces jeunes. Et je terminerai quand même sur la question de la fraude sociale. Nous, ce qui nous interpelle, c'est pas la fraude sociale, ce sont toutes les personnes qui pourraient avoir droit, accès à ces aides et qui n'ont pas recours. Alors et ça, c'est un vrai problème. On va continuer ce débat. On a effectivement beaucoup de thèmes qui sont de la compétence des départements, et notamment un thème qui est important, c'est les routes et l'éolien. Alors, je l'ai dit au tout début de cette émission, les conseils départementaux donc, ont des budgets contraints, là aussi. Des budgets pour la Charente-Maritime, c'est 844 millions. Je ne vais pas vous asséner de chiffres, mais ces deux chiffres sont parlants. 844 millions d'euros de fonctionnement. Et il reste donc, si on fait bien les comptes, 182 millions d'euros pour investir. Ça veut dire que c'est là où les choix se font, divergent ou ils convergent. Véronique Ablin, draperon sur la question des routes. Alors moi j'ai vu que l'actuel président du département sortant, Dominique Bussereau, l'a reconnu lui-même. Il a un regret que le projet de l'autoroute A831, pour ceux qui nous écoutent, qui était un projet qui devait relier Fontenay-le-Comte à Rochefort, 64 km, n'avait jamais vu le jour. Ça a été une DUP signée en 2005, rayée d'un trait de plume en 2015 par une certaine Ségolène Royal. Vous êtes pour ou contre ce projet d'autoroute entre Fontenay-le-Comte et Rochefort? Faut-il le relancer? Excusez-moi Laïd, mais moi je n'ai pas été interrogée sur la question du RSA et des EHPAD, donc je voudrais quand même dire un mot. Les EHPAD en Charente-Maritime ne sont pas sous-dotés, on est au-dessus de la moyenne nationale. J'invite M. Guillard à regarder les chiffres INSEE de l'année 2020 qui sont très clairs là-dessus. Sur le RSA jeune, personnellement, moi qui ai accompagné encore une fois des bénéficiaires du RSA, les jeunes ne font pas exception, ils ont besoin d'être accompagnés, c'est ça le plus important, et l'allocation est souvent l'idée des gens qui n'en ont pas. Alors vous avez répondu sur la question du RSA. Quelques mots sur ce projet, oui. Sur Maran. De la 831. Alors, la 831, effectivement, Ségolène Royal met fin en 2015. J'aurais aimé, en tant que conseillère régionale, à l'époque, avoir le soutien des élus du département de gauche, enfin, les élus de gauche du département à ce moment-là. Voilà, non, mais je prends les devants. Le plus important aujourd'hui, tout est entre les mains de l'État. C'est l'État qui doit donner suite à ce projet. Les élus du département ont fait leur travail. Ils ont mis 5 millions d'euros de côté. Vous êtes pour ou contre quel type de projet? Moi, je suis pour le projet qui avancera le plus vite en ayant un impact environnemental moindre. Aujourd'hui, on n'a aucune étude sur la déviation, donc c'est compliqué de se positionner. Au-delà de ça, le département a fait le job. Il a fait le job sur les routes, puisqu'on a mis le paquet sur les traverses, sur la protection des passages à niveau. C'est des drames chaque année. Et en Charente-Maritime, on a pris les devants et là-dessus, on a été fort. Karine Dupraz, sur ces questions des routes, j'ai souvenir que lors de ce projet, alors vous vous souvenez, 2005, 2015, on ne va pas refaire le film. Au nom de la gauche, vous assumez l'abandon du projet, vous l'aviez écrit à l'époque. Mais on assume et on continue de dire que la solution n'est pas l'autoroute A831. On n'est plus du tout
à une période de développement durable, de transition écologique. Mais vous étiez déjà opposé à l'époque. Oui, on n'est plus du Avant tout même sur les questions environnementales et écologiques. Ça a toujours été une question environnementale et ça a été aussi une question de pouvoir d'achat sur le principe en fait de routes non payantes. Après, donc nous, la solution, c'est la déviation, le contournement, pas une déviation, contournement très court de Maran. Il y a des études qui ont déjà été faites, 30 millions d'euros. Ça coûte moins cher que l'autoroute, qui à l'époque coûte 1 milliard, je crois. Oui, ça coûte nettement moins cher que l'autoroute. Thomas Lafarie, sur cette question-là, qu'est-ce que vous répondez aux habitants de Maran, puisqu'on parlait de Maran et de fameux contournements qui l'attendent toujours d'ailleurs, c'est l'Arlésienne? Oui, mais il y a d'autres agglomérations, effectivement, où il y a des arlésiennes, que ce soit l'accès à Alors, sur ce Royan. projet-là, faut-il le relancer? Faut-il l'abandonner? L'autoroute, non. Non, pas l'autoroute. Le contournement, oui, s'il est possible de le faire. Dans l'ordre des priorités, ça commence par quoi? Par un contournement d'abord, et ensuite on voit si on peut faire un raccordement entre la Charente-Maritime et la Vendée? C'est ça, oui. Il faut clairement oublier l'autoroute. Ça traverse le marais Poitevin à l'heure où on parle d'un arrêt de l'artificialisation des sols, de la défense de l'environnement, de la protection de la biodiversité. Il faut limiter au maximum l'impact de la construction des routes. Donc un contournement à Maran semble financièrement et écologiquement intelligent. Il n'y a plus qu'à le mettre en place. Et là, après, c'est plus complexe techniquement et financièrement, mais il faut des élus de terrain qui portent les dossiers. Et ce qui est valable à Maran est aussi valable à Rochefort, à Royan, à Saintes. À quel horizon? Est-ce que d'ici 6 ans, ça doit se faire, ce contournement, ou pas du tout? Dans 10 ans? C'est la campagne, je peux promettre que ça sera fait l'année prochaine, mais ça n'a pas d'intérêt. C'est un sujet complexe, très sincèrement. Posé autrement, vous prendrez l'argent là où il est, c'est-à-dire dans le budget actuel, peut-être pour financer un contournement, au détriment d'autres priorités, pour le coup. De toute façon, il y a des programmes pluriannuels d'investissement dans les routes. Donc c'est là qu'il faut, entre élus au conseil départemental, entre élus de terrain pragmatiques, définir les priorités et les suivre pour pas les reporter éternellement. Voilà. Jean-Marc Soubès, sur ces questions environnementales, l'écologiste de La Rochelle, vous êtes Rochelais. Il s'inquiète justement de cette question-là, du contournement, du projet autoroutier, d'une 2 fois 2 voies. Pour vous, ce projet, il était réaliste dès le départ ou pas? Non, mais l'écologiste que je suis, ça fait longtemps qu'il milite contre ce projet autoroutier. Je me souviens d'une phrase de Dominique Bussereau qui, à propos de Jean-François Fontaine, qui avait dit que le projet ne se ferait pas, lui avait dit qu'il était atteint de soubestie. Tellement les écologistes pouvaient être influents à certains moments de ces mandats. Non, je crois qu'il faut être sérieux. Il faut être sérieux quand on a, comme nous, le projet de renforcer les solidarités, donc de mettre en place, d'expérimenter un revenu de solidarité jeune, par exemple, quand on veut renforcer l'habitat inclusif pour les personnes en autonomie. Donc ça veut dire que l'actuel projet, c'est pas une priorité des Verts. Mais bien sûr, vous savez, le schéma routier du département, c'est 800 millions sur 20 ans. Et quand on regarde aujourd'hui les investissements, c'est assez dramatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sacrifie l'entretien du patrimoine. On sacrifie l'entretien du patrimoine à l'investissement, effectivement, pour traverser des communes. Parfois c'est utile, parfois c'est absolument inutile, et surtout c'est fait avec une logique qui n'est plus une logique du XXIe siècle. Je voudrais entendre Séverine Verbroek sur ces questions-là. Votre prédécesseur au Front National à l'époque, Rassemblement National aujourd'hui, Jean-Marc Lacoste de la Raymondier, était favorable au contournement de Maran, j'ai souvenir. Est-ce que vous avez la même position ou pas? Oui, tout à fait. J'ai eu l'occasion de m'entretenir du sujet avec lui pas plus tard qu'hier matin. Et effectivement, ce contournement semblait faire plus ou moins consensus. Bon, je vois qu'a priori, c'est pas tout à fait le cas. Jean-Marc Delacoste la Raymondier pour un contournement plutôt court, donc moins onéreux et respectueux évidemment des marais et de l'environnement. Votre position sur ce dossier-là aujourd'hui? L'autoroute, vous y croyez? Ce serait un projet que le Rassemblement National défendrait ou pas? Tout ce qui est autoroute payante, etc., ça ne fait pas partie de notre philosophie. Donc nous sommes vraiment pour un contournement vraiment proche et respectueux de l'environnement local. Rémi Catrou, sur ces questions-là, France Insoumise, est-ce qu'elle est toujours soucieuse de l'équilibre du territoire entre, on l'a dit pour le RSA, les EHPAD, sur ces questions-là, entre le nord, le sud, le littoral et l'intérieur des terres? Alors, ce qui détermine un petit peu ce qui détermine complètement nos choix politiques, c'est quand même l'intérêt général. L'intérêt général, il faut déterminer ce qu'il commande ou pas. Et il y a des priorités. Et je partage un certain nombre de points de vue de Jean-Marc Soubès sur les priorités. Il faut absolument aller sur ces priorités-là. L'autoroute le numéro c'était 831. 831. C'est un monument historique qui ne verra jamais le jour. Voilà, faut être clair, il y a trop de dégâts à venir. Donc pas besoin de perdre du temps là-dessus. Voilà, mais c'est évident. Et de l'argent.
Alors, si on parlait d'investissement, je suis désolé, dans les thématiques que vous avez proposées, vous en avez oublié une qui me paraît essentielle, c'est tout ce qui a trait au collège. Alors, s'il y avait 2-3 minutes, je vous parlerais bien des collèges un petit peu, rapidement, sur les investissements à faire, qui sont du domaine... Précisez-le, justement, puisqu'aujourd'hui, c'est quoi? Vous militez pour un 52e collège, c'est ça? Alors, forcément, même 53e, 54e, plus les collèges sont petits, mieux les élèves réussissent. Donc, c'est pas un problème. Ça, si on peut en faire plus, déjà, ils sont tous pleins. Enfin, dans certains secteurs, ils sont même très, très, très pleins. Alors, moi, je voudrais qu'on continue sur... Puisque vous parliez de routes, mais il y a un débat qui fait une polémique, enfin un thème qui fait débat, ce sont les éoliennes offshore dans ce département-là. Avant de parler des éoliennes, sur les routes, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut rappeler. Il faut préserver la gratuité du passage à Oléron, par exemple. Ça me paraît essentiel. Et puis, si je voulais pousser le bouchon un petit peu plus loin... d'accord là-dessus? Gratuité? Alors, je vais peut-être être clivant une fois de plus. Si on voulait aller pousser un peu plus loin la logique, il faut peut-être imaginer de rendre possible la gratuité vers l'île de Ré. Alors, la question, elle se pose aussi pour la problématique des éoliennes, Véronique Ablin-Draperon. Il y a la problématique des éoliennes terrestres, qui touchent le département, mais pas seulement, les autres départements du Poitou-Charentes, et les projets d'éoliennes offshore. Votre position sur ces questions, c'est stop ou encore? En fait, moi, je suis très fière d'appartenir à cette majorité départementale, justement pour pas être dans du dogme en se disant l'éolien c'est forcément mauvais ou c'est forcément bon. Nous, on est pour un mix énergétique et c'est ce que le président Bussereau a fait dès le départ. Il a pris la main très rapidement sur le sujet, alors même que c'est pas de la compétence première du département, pour imposer un moratoire et très récemment, le pôle énergie renouvelable avec le préfet pour examiner projet par projet. Et ça, c'est vraiment la conduite à tenir pour l'avenir. Dernière chose, moi, je suis ravie d'entendre Karine expliquer qu'elle est pour le contournement. J'aurais vraiment aimé, mais vraiment, que l'ensemble des élus qui sont pour soient venus en septembre 2019 auprès de Dominique Bussereau et du département de la Vendée pour exprimer ça. C'est la force de cette majorité départementale, c'est qu'elle ne s'arrête pas aux étiquettes. Alors sur ces questions, vous parlez de moratoire. Donc ça veut dire pas de projet actuellement. En l'état, c'est presque un niet, non? Alors le moratoire, il est terminé depuis le mois de mars. Oui. Aujourd'hui, c'est un pôle qui associe département et État pour regarder projet par projet, pour mesurer l'impact, vérifier. Le débat public aura lieu en septembre. Exactement. Et la LP, alors sur l'éolienne, mais sur l'éolienne aérienne. Moi, j'ai été très sensible. J'ai travaillé avec Léonore Monconduit il y a quelques années sur le sujet, sur l'impact sur les oiseaux migrateurs de l'éolien. Et la LPO, d'ailleurs, était vent debout un certain nombre de projets éoliens. Karine Duprat, sur ces questions moratoires, vous vous êtes prononcée à l'Assemblée départementale? Vous avez voté pour ou contre? Oui, juste par rapport au rassemblement de septembre 2019, c'était avant tout sur plutôt je revois bien le panneau A831, donc cautionnez pas. Pour en revenir parenthèse fermée, pour en revenir... Moi, ce qui me dérange sur la question de l'éolien, c'est que je regrette qu'on ne parle pas plutôt de l'énergie en général, avec une thématique qui, en définitive, mais elle est importante, parce que je vais vous expliquer le point de vue. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est le déséquilibre territorial. C'est le déséquilibre territorial, mais ça vient aussi surtout d'un problème sur la question de l'énergie. C'est-à-dire, l'énergie doit-elle privée ou publique? Là, on est sur un débat national, européen, qui dépasse le département, mais qui, en définitive, a des conséquences sur les collectivités. Parce que ce sont les collectivités qui, à terme, se trouvent confrontés aux questions de solaire, d'éolien. C'est pas la question sur le fond, c'est la question très concrète. Un projet d'éolienne offshore sur un parc marin, est-ce que c'est crédible? Ça vous convient ou pas du tout? Sur cette question-là, la position, elle est simple. Les projets éoliens privés, nous disons non. Non, mais sur un parc marin, parce que c'est le projet en question. Alors, ce projet nous a été présenté. À l'heure actuelle, c'est un nouveau projet qui apparaît. On ne comprend plus rien. Donc, nous, on attend les informations et on va être extrêmement vigilants parce que la mer reste un outil de travail pour toute la profession. Et nous serons donc très vigilants sur les conséquences. Thomas Lafari, sur ces questions-là, vous avez entendu, effectivement, vous êtes un élu de Royan. Oui. Le projet de éolienne offshore sur un parc marin, l'élu que vous êtes, il est pour, il est favorable ou pas du tout? C'est la raison économique ou la raison environnementale qui prévaut? C'est la raison tout court, c'est-à-dire qu'on va déjà attendre ce que donne l'enquête publique. Pour l'instant, on ne sait même pas où sera localisé ce parc éolien. Mais vous avez lu comme moi que le promoteur a déjà annoncé un nombre de mégawatts de 500, mais c'est 4 fois plus. C'est l'État qui est le promoteur. Pour l'instant, c'est pas encore qui va répondre. Mais tout dépendra de. Non, il n'y a pas de loup. Enfin, le but, c'est la concertation. Il y a une enquête publique de
plusieurs mois qui va avoir lieu, qui va écouter les marins, la LPO, donc la Ligue de protection des oiseaux, les EU, les professionnels du tourisme. Ce qui est important, c'est vraiment qu'il y ait un travail coopératif. Personnellement, à titre personnel, ça fait plus de 10 ans que je suis client et sociétaire d'Enercom. Mais le téléspectateur qui nous regarde ce soir souhaiterait savoir, connaître votre position de fond, vous, candidat. Ma position de fond, elle est aussi personnelle. Ça fait 10 ans que, à titre personnel, je suis engagé dans une coopérative et c'est comme ça, avec des modèles plutôt coopératifs, des financements participatifs aux coopératifs, qu'on n'a pas des oppositions parfois absurdes à l'éolien, y compris de la part des Verts. Jacques Guillard, sur ces questions-là, justement, souvent, les élites communistes étaient pro-nucléaire, pro-industrie. Donc ils sont pro-éoliennes. Je vais caricaturer. Donc oui, vous êtes pour. C'est pour le moins une caricature. D'abord, il y a une question démocratique qui est posée derrière. Parce que le débat public vient de commencer, mais le plan pluriannuel de l'énergie prévoit que de toute façon, il y aura un parc éolien au large de l'île d'Oléron. Ok. Donc, mais l'élu que vous êtes, le président de la commission de concertation, quand on lui pose la question, est-ce que vous avez vu des projets être remis en cause, il dit théoriquement c'est possible. Voilà. Donc ça veut tout dire. Bon, ce projet, en ce qui vous concerne, vous êtes plutôt, à mon avis, vous privilégiez surdimensionné. Mais alors vous privilégiez les dimensions. Je vais y arriver. Il est surdimensionné et je crois que. Donc ça veut dire que vous êtes pour au départ. Non, mais si vous me laissez finir, je vais tout vous dire. Il est surdimensionné. Il rencontre de plus en plus d'opposition et il pose la question de savoir si effectivement l'énergie éolienne et même l'énergie photovoltaïque sont en capacité de répondre aux besoins permanents, puisque ce qu'on constate, c'est que lorsqu'il y a des champs d'éoliennes ou de panneaux photovoltaïques, de toute façon, c'est une fourniture d'énergie intermittente, et il faut que ce soit accompagné derrière d'une production d'énergie électrique pilotée au niveau de centrales thermiques. Mais je ne sais toujours pas si vous êtes pour ou contre. Ah mais je viens de vous dire deux choses. Ça, je ne vous dirai pas pour ou contre comme ça actuellement. Au milieu d'un parc marin, le lieu il est pas choisi. Non, mais le fait déjà que ce soit dans un parc marin, ça pose un problème. On est d'accord. C'est ce que je vais vous entendre. Mais c'est pas la question principale. La question principale, c'est quels moyens on se donne pour fournir l'énergie dont les populations et l'économie ont besoin. Et je suis d'accord avec Mme Duprat là-dessus. Je trouve scandaleux que l'on privatise en quelque sorte la production d'énergie et qu'on oblige EDF, l'opérateur encore un peu public, à racheter l'électricité produite au double de son prix de revient. On ferait mieux d'aller vers un grand service public national de production d'énergie. Merci M. Guillard. M. Soubès, concernant ce projet, alors à la fois d'éoliennes terrestres et puis ce projet d'éolien offshore. On fait beaucoup de bruit autour de l'éolien, j'allais dire beaucoup de vent, mais ça aurait été un jeu de mots trop facile. Ils le subissent tous les jours le savent. Certains habitants ont l'impression de subir l'éolien, d'autres qui participent à des projets coopératifs ont le sentiment de s'approprier une production d'énergie qui fait partie d'un mix énergétique et qui, à l'échelle de la France, de l'Europe, est inévitable. Il faut quand même se dire les choses. Aujourd'hui, lutter contre le réchauffement climatique, c'est pas continuer les forages pétroliers. On est d'accord. Donc vous êtes sur la même ligne que Barbara Pompili. Donc pas du tout. La première des lignes, et je crois que c'est l'une des compétences du département. Et je pense qu'on est ici pour parler des compétences du département. Et je pense qu'on est tous d'accord pour que, avant de produire de l'énergie, il faut arrêter d'en consommer. Et la sobriété énergétique, ça, c'est une compétence du département. On parlait des collèges. Mais les collèges, dans quel état sont les collèges ? Il y a eu quelques rénovations thermiques d'effectuer, mais pas de manière suffisante. Il faut un grand plan de rénovation thermique des collèges. Il faut éviter de produire de l'énergie. Et après, on se posera la question, si la consommation est trop importante, des modes alternatifs. Ensuite, juste une dernière chose, on ne peut plus aujourd'hui faire de projets aussi importants que le projet de l'île d'Oléron sans que les citoyens soient au cœur des décisions. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il va falloir que ça le devienne. Parce que sinon, effectivement, ce projet sera un échec. Alors, Mme Verbourg, sur ces questions-là, vous êtes à marraine, ces questions-là vous importent et vous impliquent. Le Rassemblement national, il dit quoi sur ces projets-là ? Le Rassemblement national a toujours été très clair sur tout projet éolien depuis des années. C'est pas nouveau. Pour des raisons donc écologiques et des raisons économiques. Là, je vais abréger, puisque vous avez déjà nombreusement parlé du sujet. Mais je voulais tout particulièrement insister sur le danger que représente ce projet pour les marins pêcheurs de la Cotinette.
Cotinière. Alors d'un côté, le département et M. Sueur, le maire de Saint-Pierre, financent le réaménagement, la réhabilitation d'un superbe port et de la criée qui fait la renommée de la Cotinière. Et de l'autre côté, ils tuent la pêche locale. Donc voilà, je pense qu'il y a là une aberration qu'il faut corriger. J'apporte tout mon soutien aux marins pêcheurs. Alors il nous reste 3 minutes pour aborder le dernier thème de ce débat, c'est la culture, le tourisme et l'attractivité du territoire. On est dans un département où le tourisme est important, représente un enjeu important. Véronique Ablin, sur ces questions-là, justement, le département consacre plus de 30 millions d'euros d'ailleurs sur le tourisme, la culture et le sport. Cet argent est bien utilisé selon vous ? Alors d'abord, rassurer l'ensemble des participants sur le fait que si on fait des rénovations énergétiques dans les collèges, il suffit de demander à Bury ou Marennes, ils en ont eu récemment. Sur le patrimoine, c'est un vrai atout de notre département, on mise dessus. Au-delà des 30 millions que vous citiez, Laïd, il y a aussi 55 millions sur un plan patrimoine et ça va de aider le lavoir local d'un petit village à être rénové pour être attractif à, par exemple, Fort Boyard, les travaux de Fort Boyard qui sont programmés pour cette année. Karine Dupraz, vous l'évoquiez justement, votre programme est plutôt axé sur le social, en le lisant, vous parliez justement de collèges, de soutien aux associations. J'ai lu peu de choses sur le tourisme, je me trompe ? Si, il y a quelque chose sur le tourisme. C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel, c'est-à-dire que nous on reconnaît qu'il y a du travail qui a été fait, plutôt bien fait, et notamment aussi en culture. Il n'y a pas de souci et on continuerait cette politique essentielle après ces pandémies, les festivals, aider les francopholies, la sirène, l'abbaye aux dames, pas de souci. En revanche, pour le tourisme, plutôt un tourisme éco-responsable en direction maintenant de la partie ce qu'on appelle le rétro-littoral. Ça commence, mais il faut maintenant vraiment développer et rééquilibrer avec le littoral. Thomas Lafary, sur cette question de l'attractivité du département, ça passe par quelle action en ce qui vous concerne en priorité ? Alors en priorité, pour le tourisme, peu de gens le sachent, mais la Charente-Maritime s'est associée avec la Charente, avec la marque Infiniment Charente, qui malheureusement, il faut exactement la subtilité, qu'il faut retravailler, puisque cette marque-là, elle est beaucoup moins visible que l'ancienne Charente-Maritime, ma préférence, qui avait Fort Boyard qui est derrière nous comme emblème. Donc là encore, c'est pas qu'une question de budget, c'est aussi une question de compétences. Et en tant que conseiller départemental, je retravaillerai là-dessus. Monsieur Guillard, sur ces questions, vous considérez que le département doit irriguer tout le département sans exception ? Sur ce qui concerne le tourisme, je l'ai dit, je crois, au début, la droite qui est aux affaires depuis plus de 35 ans a accompagné la désertification industrielle et a voué le département à une activité quasi unique, touristique, principalement sur le littoral. On a des atouts, il faut les valoriser, d'accord, mais il faut diversifier. Et diversifier, ça veut dire développer les activités productives et notamment réindustrialiser. Alors ça, c'est la première chose. Juste une chose sur la culture. De cette émission, Monsieur Guillard, et je souhaiterais que tous les 7, vous ayez un mot de conclusion et que pour tous les 7, vous puissiez parler. On va commencer, c'est l'ordre de départ, c'est l'ordre de conclusion, en ce qui vous concerne, Monsieur Lafary. Donc concernant la majorité présidentielle, nous avons fait le choix de ne pas être présents sur tous les cantons, mais d'avoir vraiment des candidats de terrain qui sont engagés au sein de leurs conseils municipaux, de l'activité économique ou associative, pour vraiment porter les valeurs, le plan de relance gouvernemental au niveau du département. Et c'est pour ça qu'il faut choisir ces binômes-là pour, qu'on l'a vu, pas réfléchir qu'à des questions de budget, mais vraiment suivre les dossiers complexes, ce que n'a pas forcément su faire les conseillers départementaux sortants. Monsieur Guillard, oui, vous reprenez la parole. C'est à vous pour conclure. La crise sanitaire n'a fait qu'accélérer le déclenchement de la crise économique et sociale, et elle appelle une politique nouvelle, une politique résolument tournée vers le social. Les candidats présentés par le PCF s'engagent pour un département solidaire, social et écologique, un département à gauche. Ils sont présents dans 11 cantons, porteurs du rassemblement de la gauche dans les cantons de Surgères, La Tremblade, Royan et Pont. Dans les autres, où les binômes divers gauche n'affichent pas la couleur, voter pour les candidats qui affichent le logo PCF, c'est la garantie de voter clairement à gauche. Madame Verbroek, c'est à vous pour le Rassemblement national. Oui, bien, je constate que le paysage politique français est devenu bien flou pour les électeurs. Il n'y a plus réellement de bloc de droite, de bloc de gauche. On ne sait plus si les candidats sont macronisés, en voie de macronisation. Il n'y a plus rien de clair. Tous nous ont menti, nous ont trahis et surtout ont échoué.
Donc j'invite les électeurs à voter pour le parti qui représente l'alternative et donc à voter pour le Rassemblement national. Véronique Ablin-Draprand, c'est à vous. À Saintes, il y a quelques semaines, on a été touché par des grosses inondations. On a eu une population qui était en grande détresse. Avec l'équipe municipale, avec le maire, on a été à leur côté sur les madriers jour et nuit. Et à nos côtés, il y avait le département. Et si ce département il a été efficace, c'est qu'il a été bien géré en amont. On a eu les ressources humaines, les moyens matériels pour faire face. Et avec l'équipe départementale, aujourd'hui de Dominique Bussereau, c'est ce département-là qu'on vous propose, un département capable d'anticiper, d'innover, d'être au plus près de sa population. Si vous voulez de ce département-là, c'est l'équipe Bussereau, c'est la majorité départementale. Monsieur Soubest, pour Europe Écologie Les Verts. Oui, on l'a vu ce soir, ce département a besoin d'une alternance. Une alternance pour remettre au centre les politiques de solidarité, d'une alternance pour remettre au cœur des solutions l'urgence climatique, et puis surtout pour changer de méthode. Changer de faire de ce département le tiroir-caisse d'élus qui cumulent des mandats, qui sont à la fois élus municipaux, conseillers communautaires, parfois des maires, et qui utilisent le département pour des politiques qui finalement les concernent eux dans leur canton ou dans leur ville. Changer de majorité, c'est faire confiance aux candidats de notre collectif qui se présente dans 12 cantons et soutenu par l'Europe Écologie Les Verts, Génération S et puis la GRS. Merci. Rémi Catrous, c'est à vous pour la France Insoumise. Oui, le département, notre département et nos cantons ont besoin d'un choc de solidarité, d'un choc écologique et d'un choc démocratique. Social, bifurcation écologique et défense des biens communs, emploi, agriculture bio et paysanne, enfance, éolien, transport, collège, tout appelle des décisions courageuses et des actions rapides. En effet, il est temps de changer de braquet et d'orientation. Les candidats présentés par la France Insoumise dans les cantons d'Étré, La Rochelle et Saint-Porcher ont une parfaite connaissance du terrain. Une fois élus, ils s'engagent à servir l'intérêt général, à agir pour appliquer leur programme, à se dépenser sans compter au bénéfice du département et du canton qui les aura élus. Monsieur Donc Catrou. dimanche prochain, je suis à 45 secondes. Allez-y. Votez pour les candidates et candidats présentés par la France Insoumise. Karine Dupraz, en ce qui vous concerne, 40 secondes. Au cœur des solidarités, 12 cantons, une chef de file, moi-même, un programme avec 2 axes forts, une action sociale. Puisque nous sommes à la sortie d'une crise sanitaire, les Charentais-Maritimes auront besoin de nous. La transition écologique, parce que ce qui nous intéresse, après 40 ans de majorité départementale à droite, c'est un département à gauche qui se soucie des Charentais-Maritimes, de l'humain. Merci, c'est la fin de ce débat. Merci également de nous avoir suivis. Merci à tous les 7 d'avoir contribué à cet échange concernant donc ces élections départementales en Charente-Maritime. Merci à la Maison de la Charente-Maritime de nous avoir accueillis aujourd'hui pour ce débat. C'est un débat que vous pouvez bien sûr revoir sur nos sites internet, france3.na.france3.fr ou sur la chaîne NOA. Place maintenant un autre débat. Il est consacré au départemental dans le département de la Gironde. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur France 3 et à très bientôt.